Et nous recevons donc Corentin Dugast. Bonjour et merci d'être avec nous, Corentin. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. On vous reçoit parce que désormais votre nouveau livre est en précommande. On va parler de Charlie Kirk puisque c'en est le sujet. Vous êtes aussi influenceur, auteur de Devenir missionnaire sans bouger de chez soi, édité chez Salvatore. Vous avez choisi d'écrire sur Charlie Kirk parce que c'est une figure qui vous inspirait. On reviendra sur le titre ensuite, Mourir pour la vérité. Mais peut-être pourriez-vous commencer par nous dire quel était votre rapport à Charlie Kirk, justement. Alors déjà une précision importante puisque la question a déjà été soulevée. Effectivement, je n'ai pas écrit un livre en 2 mois. En réalité, c'est un livre que je prépare depuis 2 ans sur une réflexion sur la place du Christ à la fois dans l'homme, à l'intérieur de l'homme, mais aussi dans nos sociétés. Et mon point, c'était de dire que sans le Christ, la France ne se relèvera pas. Et avec la mort de Charlie Kirk, en fait, ce livre a pris une dimension particulière puisque je me suis dit, chez les conservateurs, il y a eu comme un écho assez important de la figure de Charlie Kirk, même chez ceux qui ne se reconnaissent pas chrétiens ou qui ne se reconnaissent pas catholiques. Et donc je me suis dit, c'est une opportunité pour moi de pouvoir leur montrer effectivement qu'il ne faut pas oublier le Christ dans les idées conservatrices, et puis de la même manière de montrer également aux chrétiens, aux catholiques, que l'évangile est résolument conservateur, qu'on le veuille ou non, quoi. Alors, c'est ce que tentait de démontrer, en tout cas, Charlie Kirk pendant ses nombreuses prises de parole qu'il organisait dans des universités. Les vidéos avaient énormément de succès. J'imagine que c'est comme ça que vous l'avez rencontré. Oui, tout à fait. Alors moi, je l'ai découvert il y a 3 ans grâce à un ami qui s'appelle Mathieu Lavagna, que certains auditeurs connaissent peut-être pour avoir écrit plusieurs livres d'apologétique. Et on a souvent des discussions avec Mathieu sur la vie politique, la vie spirituelle, etc. Et c'est lui qui m'avait fait découvrir les apologètes ou les grands débatteurs américains. Et c'est comme ça que j'ai découvert Charlie Kirk. Et en fait, moi, je le regardais pratiquement tous les jours. J'envoyais souvent des petites vidéos comme ça à mon épouse sur des thématiques qui nous sont chères, sur la politique, sur la vie sociale, sur la famille, sur la vie de prière. Et à chaque fois, ce que je trouvais très impressionnant, c'est qu'il avait une capacité à être extrêmement fin et percutant dans ses réponses, qui faisait que, en fait, la vérité éclatait. C'était ça qui était assez impressionnant lorsqu'on voyait Charlie Kirk ou qu'on l'écoutait, c'est qu'il avait une telle précision dans sa pensée et dans sa manière de s'exprimer que ses phrases étaient comme des flèches comme ça qui partaient. Et même quand on était déjà convaincu de ce qu'il était en train de dire, on était obligé de regarder parce que sa manière de le dire enseignait beaucoup de choses en fait sur nous-mêmes, comment transmettre la vérité, comment transmettre à la fois le message de l'évangile, mais aussi transmettre l'évangile social pour notre monde, pour mieux interpréter notre monde. Ce qui faisait beaucoup de bien probablement aux conservateurs, c'était de voir une figure qui assumait ses idées, qui n'avait pas besoin de les tordre pour pouvoir séduire. C'est quelque chose qui pourrait être tendant de se dire bah voilà, oui, moi j'ai tel avis assez arrêté sur la question et c'est légitime, mais je vais le présenter de façon plus enrobée, tordre un peu, comme ça passera mieux et peut-être que je vais mieux convaincre. C'est pas du tout ce que faisait Charlie Kirk. Il disait les choses très franchement, en revanche sans jamais donner l'impression qu'il avait l'intention de blesser ou de rentrer dans une confrontation brutale. C'était la vérité dans son plus simple appareil. Exactement, la vérité toujours aussi empreinte de charité. On l'a un peu écarté du débat français lorsqu'il est décédé, puisque certains ont voulu le faire passer pour un homme vraiment plein de haine, ce qu'il n'était pas, et d'ailleurs on le voyait très bien lorsqu'il débattait. C'était toujours plein de charité, et moi j'ai vu de nombreux débats où à la fin en fait s'engageait une discussion même très personnelle avec ses opposants, parce qu'il avait compris que derrière le combat politique que la personne qu'il avait en face de lui menait, il y avait aussi une histoire, un passé, des blessures, etc. Donc effectivement, il avait cette force-là d'apporter la vérité avec charité, mais surtout, il apportait la vérité parce qu'il savait que c'était la plus belle chose qu'on puisse faire. Et c'est ce qu'on a oublié aujourd'hui. On vit dans une sorte de relativité, de relativisme depuis tellement longtemps que on peine à dire ce qui est vrai. Ouais.
et même quand la personne en face se met réellement en danger. Donc on a tellement peur d'être taxé, je sais pas, d'extrémiste ou quoi, que même au sein des familles, même maintenant, les gens n'osent plus trop dire quand une personne déraille, quand elle fait n'importe quoi, quand elle part dans tous les sens, parce qu'il y a un petit peu le côté ne jugez pas, ne pas juger, ne faites surtout pas de vagues, et un peu chacun sa route, chacun son chemin. Oui, il y a cette force de conviction, comme vous dites. On sent que Charlie Kirk était quelqu'un de convaincu et voilà, sans aucune ombre au tableau. Il était persuadé d'avoir la vérité. Et c'est même quelque chose qu'aujourd'hui, comme vous dites, on a du mal à assumer. Il y a un relativisme permanent. C'est chacun pourrait avoir sa vérité puisque chacun a sa sensibilité. Et aujourd'hui, la vérité serait une affaire de sensibilité. Et lui, il tranche complètement avec ça. Et il explique que non, il y a des choses immuables, que le bien et le mal ne sont pas en permanence relatifs, qu'il y a du beau, qu'il y a du laid. Et c'est cette culture du beau et du bien qu'il a aussi essayé de remettre au goût du jour. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il disait ne pas tellement aimer le mot empathie. Ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Les gens ont dit, ouais, il détestait l'empathie, il aimait pas l'empathie. Donc finalement, ce qui lui est arrivé, c'est un peu bien fait pour lui, puisque c'était pas un homme empathique. Et en fait, il n'avait pas exactement dit ça. Dans un débat, il avait dit qu'il n'aimait pas le mot empathie, parce que c'était ce dont se servaient aujourd'hui les gens pour interdire toute forme de débat. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai ma souffrance, j'ai ma manière de ressentir les choses, et donc toi tu dois ressentir ce que je ressens, et ça coupe fin, ça met fin au débat. Or lui il disait, moi je veux pas être dans l'empathie, c'est-à-dire je veux pas être sans arrêt en train d'essayer de souffrir ce que la personne en face de moi souffre, parce que c'est ce qui précisément empêche de faire la vérité sur la situation de la personne ou sur ce que nos sociétés vivent. Donc parfois la vérité est douloureuse. D'ailleurs le Christ, l'entrée du Christ dans une vie n'est pas toujours un moment facile, puisque ça implique plein de renoncements, ça implique de changer de vie, ça implique un vrai retournement intérieur qui parfois peut être difficile, un peu aride au départ. Et pourtant, c'est le chemin nécessaire pour la vérité. Donc lui, sa grande force, c'était qu'il avait confiance dans le fait que l'évangile peut vraiment transformer la vie et que c'est ce qu'il y a de mieux pour une personne. Et il mêlait, sans trop de soucis, l'évangile justement à sa vision politique qui s'inspirait donc de l'enseignement du Christ, et il basait ses choix et ses convictions politiques aussi sur ce que demandait le Christ. Est-ce que vous pourriez développer, c'est ce que vous nous disiez, l'évangile est éminemment conservateur? Bien sûr. Alors pour la partie politique, en fait, le Christ n'a jamais interdit de s'engager en politique. Et ça, je pense que c'est une mauvaise interprétation d'aujourd'hui, où on dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien sûr, Jésus l'a dit, mais ça ne veut pas dire que Dieu se désintéresse de la politique. Ça veut simplement dire qu'il y a Dieu et qu'il y a la politique, qu'il y a César, qui est une personne, et qu'il y a Dieu qui est Dieu, et qu'il faut rendre à chacun ce qui lui est dû. En revanche, Jésus à aucun moment ne dit « ne vous engagez pas dans la société civile, ne faites rien pour votre pays, ne faites rien pour le bien commun ». À aucun moment, il ne le dit. Et donc, Charlie Kirk, lui, ce qu'il souhaitait, c'était... Jésus a dit qu'il était roi. Jésus est roi, Jésus doit régner. Et donc, si Jésus doit régner, ça veut dire que ça doit se voir dans les institutions civiles. C'est-à-dire qu'il doit y avoir chrétienté, qui est un mot aujourd'hui qui est peu utilisé et qui est peu aimé même au sein de l'Église. Mais malgré tout, c'est ce qui a fait la grandeur de la France pendant des siècles, la chrétienté. C'est ce qui a fait que les pauvres ont pu avoir des hôpitaux et des écoles pendant de très nombreuses années et de bonne qualité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, heureusement que les chrétiens se sont mêlés de la vie publique. Et puis, finalement, l'évangile, quand on dit que l'évangile est conservateur, c'est que lorsque l'on regarde ce qu'enseigne l'Église ce qu'enseigne l'évangile et ce qu'enseigne l'Église sur la famille, sur la sexualité, sur la vie, sur le travail, évidemment, c'est éminemment conservateur par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, par rapport à ce qu'on entend, et c'est même un conservatisme qui va au-dessus du débat politique droite-gauche, puisque malheureusement, que ce soit à l'extrême gauche, bon, ça c'est pas trop étonnant, mais jusqu'à la droite et l'extrême droite, aujourd'hui les valeurs conservatrices sont un peu abandonnées quand on regarde tous les partis politiques aujourd'hui. Peu défendent la vie, peu en ont fait vraiment un combat à part entière politique
alors que ça me semble être peut-être la primeur pour vivre en démocratie. Si on n'est pas capable de défendre les plus fragiles, c'est qu'on a échoué précisément dans la vie démocratique. Et puis sur la vie de famille, évidemment, et sur le travail, on voit bien qu'il y a une distanciation par rapport à l'évangile. L'évangile est très clair. Par exemple, sur le travail, ça c'était une phrase que citait souvent Charlie Kirk. La parole, l'écriture sainte nous enseigne, c'est saint Paul qui le dit, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Voilà, c'est très clair. Ça veut dire qu'il y a une place du travail, que les personnes doivent s'engager et que notre système aujourd'hui qu'on a créé, qui est un système d'entraide qui était positif à l'origine pour permettre à ceux qui ne peuvent pas travailler de pouvoir subvenir malgré tout à leurs besoins primaires, eh bien aujourd'hui a été complètement remplacé et on voit bien qu'il y a une dérive de cette chose-là qui fait que ceux qui travaillent réellement se retrouvent à porter tout le poids de la société. Il y a quelque chose qui n'est pas juste et que l'évangile n'aurait pas défendu. Et ça, je trouve que c'est une parole très forte, que celui qui ne mange pas, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Qui oserait dire ça aujourd'hui à la télé ? Oui. Personne. Le Christ, le Christ, au travers de saint Paul, le dit. Oui, on peut, avec un peu de bon sens, comprendre justement la justice qu'il peut y avoir derrière cette phrase. Il y a un chapitre assez intéressant qui s'appelle « Croire, espérer et aimer », qui est donc dans la première partie de votre ouvrage que vous consacrez à la vie intérieure que chacun doit cultiver, vie intérieure que Charlie Kirk cultivait énormément, avec son épouse également. Au moment de sa mort, on voit la façon dont cette vie intérieure, qui était extrêmement riche, mais aussi apaisée et lumineuse, a rejailli dans un moment où justement on pouvait s'attendre à ce que tout s'assombrisse. Il y a eu une forme de lumière en fait dans ce moment-là qui était assez inattendue et très surprenante. Oui, tout à fait. C'est en général dans les derniers instants de la vie d'une personne qu'on se rend compte de la richesse de qui elle était et de l'impact qu'elle a eu sur les personnes qui l'entouraient. Moi, il y a une statistique qui m'impressionne. Il y a quelques années, il y avait une étude qui avait été faite sur les habitudes de prière chez les chrétiens, et puis en même temps chez les catholiques, chez les évangéliques et chez les musulmans. Et les catholiques prient, ils sont 15% parmi les pratiquants à prier au moins une fois par semaine. Donc pour moi, c'est là le grand sujet, et c'était le grand sujet de Charlie Kirk qui sans arrêt répétait en disant: il n'y aura pas de réveil américain s'il n'y a pas de réveil spirituel. Si vous ne retournez pas à l'église, si vous ne pratiquez pas votre foi réellement, c'est pas du bout des lèvres, c'est pas juste le dimanche, c'est pas juste en faisant une petite prière comme ça pour se donner bonne conscience, c'est vraiment une pratique quotidienne, profonde, intense, un lien avec le Seigneur que vous devez développer. Et ça, Charlie Kirk n'a cessé de le crier, et c'est l'un des plus beaux fruits d'ailleurs. Suite à sa mort, Erika s'en est réjouie quelques semaines après sa mort en disant, un des fruits, c'est qu'elle recevait beaucoup de lettres de personnes qui disaient « Je n'allais plus à l'église depuis des années, et depuis la mort de Charlie Kirk, j'ai décidé de retourner avec ma famille, j'ai décidé d'emmener mes enfants, ma femme, à l'église pour pouvoir renouer ce lien avec le Seigneur. » Et pourquoi je commence par la vie intérieure ? Parce que, en fait, si on veut pouvoir rayonner de l'évangile, il ne faut pas simplement qu'on le dise. Parce que les gens voient bien, sinon ils voient bien l'arnaque lorsque on dit et qu'on ne vit pas ce qu'on dit. Et donc lui, il était persuadé, il le disait, que c'était la cohérence de nos vies avec ce en quoi nous croyons qui allait faire que les gens petit à petit allaient revenir à la foi. Moi, ma technique missionnaire, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai envie que la personne en face de moi se dise « il a quelque chose que je n'ai pas et que je cherche désespérément ». Partout. Et j'ai même pas besoin de parler du Christ quasiment. Je veux que la personne se dise « il a quelque chose que je n'ai pas et que je cherche ». Et cette chose, c'est le Christ vécu au quotidien, le Christ qui transforme la vie, et le Christ qui ensuite donne le courage de pouvoir transformer toute une société. Parce que lorsqu'on a le Christ en soi, le Christ avec nous, on n'a plus peur d'aller combattre en politique ou d'aller annoncer des choses que le monde rejette. Par exemple, la question de l'avortement. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est une folie de remettre en question l'avortement puisque ça a été constitutionnalisé, donc c'est un droit fondamental, donc il n'y a pas de débat. Seul l'Évangile peut donner le courage à des personnes d'aller dire si le monde se trompe, et c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison.
Et donc avec cette vertu dont vous parlez beaucoup, c'est l'espérance, puisqu'effectivement, une fois qu'on a la foi, on a aussi l'espérance. Vous le dites, c'est probablement la vertu qui manque le plus aux conservateurs d'Occident. C'est quelque chose qui nous concerne beaucoup donc en France, bien au-delà des États-Unis, avec cette idée que nous portons une charge très lourde, qu'on n'arrivera peut-être pas à redresser la situation. Parfois, tout semble désespéré. Et en réalité, le message de Charlie Kirk, c'est aussi garder l'espérance. Et vous le disiez, c'est probablement ça qui permet ensuite d'avoir le courage d'agir. Bah bien sûr, il y a une expression populaire que j'aime beaucoup, que je pense avoir déjà citée ici puisque je la dis régulièrement. On dit en Vendée, quand on est dans la merde jusqu'au bout, c'est pas le moment de baisser la tête. Et je trouve qu'il y a un petit côté parfois chez les conservateurs ou chez les personnes de droite, etc. On aime bien mettre la tête des gens dans le caca. Or, la chrétienté n'a jamais fait ça. C'est pour ça qu'on a construit des cathédrales. La construction des cathédrales, c'était bien sûr le siège de l'évêque, mais c'était aussi une manière de tourner le regard vers le ciel pour de longues durées, puisque les chantiers des cathédrales duraient plusieurs siècles en général. Et donc, nous, notre rôle, c'est pas sans arrêt de mettre la tête des gens dans ce qui ne va pas. Bien sûr qu'il faut dénoncer ce qui ne va pas, bien sûr qu'il faut le dire, que la société va mal, etc., puisque c'est factuel, c'est réel et les chiffres ne mentent pas, et que les Français, de toute manière, s'en rendent bien compte. Mais nous devons avoir le courage de dire que la messe n'est pas dite, pour reprendre le titre d'un livre qui va bientôt sortir d'ailleurs. Effectivement, la messe n'est pas dite, la messe n'est jamais dite, puisque en fait, le Christ peut tout transformer, peut tout régénérer, peut tout reconstruire, si nous lui laissons la place. Si nous ne lui laissons pas la place, forcément, ça va mal. J'avais écouté un jour un prédicateur qui disait heureusement qu'il y a quelques éléments quand même dans la nature qu'on a laissés simplement à Dieu, par exemple le lever du soleil. Parce que si Dieu avait confié ça aux hommes, aujourd'hui ce serait le bordel, quoi. Il se lèverait 3 heures une fois, 5 heures, il aurait changé d'heure 10 fois, de sens 15 fois, etc. Donc heureusement que de temps en temps, il y a des lois dans la nature qui sont laissées à Dieu, et fort heureusement. Mais ça, c'est une petite blague pour dire, en fait, aujourd'hui, il existe une solution, il existe une lumière. C'est Jésus-Christ, précisément. Et si nous lui laissons la place dans nos vies et dans notre société, alors la France va se relever, et il n'y a aucun doute là-dessus. Merci Corentin Dugaz d'être avec nous. On reste encore ensemble quelques minutes. Richard de Sèze nous rejoindra dans quelques instants. Et puis Romain Petitjean enchaînera à 8h15. Pour le moment, on poursuit donc sur Charlie Kirk, qui nous révèle aussi, en tout cas c'est ce que vous nous expliquez dans votre livre, qu'il faut recultiver cette âme de héros. Alors on est dans un monde où justement les gens ont besoin de repères, ont besoin de modèles, c'est parfois très compliqué d'en trouver. On est tenté d'aller les chercher plutôt dans les périodes antérieures, justement, des figures anciennes. Charlie Kirk, lui, c'est la preuve qu'en fait on peut être inspiré par des hommes beaucoup plus contemporains. Et puis ça nous le rappelle aussi qu'on peut être soi-même cette personne inspirante. En tout cas, il nous pousse à le devenir en cultivant une certaine passion, une certaine énergie. Et voilà, la volonté d'être un modèle, c'est quelque chose qui se perd. On est d'ailleurs dans une ère, je dirais plutôt de la victimisation. Chacun fait valoir la raison pour laquelle il devrait être plaint. Charlie Kirk ne se plaint pas. Lui, il arrive avec ses idées, avec beaucoup d'énergie, de lumière, on l'a dit. Et il nous pousse à suivre cette voie-là. Tout à fait, je pense que Charlie Kirk, en fait, est un héros parce qu'il incarnait la magnanimité, la longanimité et l'unanimité. Et ça, c'est 3 notions un peu comme ça qui vont peut-être paraître obscures à nos auditeurs, mais je vais les expliquer. On a oublié, dans le monde moderne, que l'homme a une âme, qu'il n'est pas simplement fait de chair à canon. C'est pas juste un bout de viande qui se lève le matin pour aller travailler, qui va aux toilettes et qui le soir s'endort sans rien accomplir. L'homme a une âme, et c'est précisément cette âme qui est en connexion avec Dieu. Et cette âme, soit on ne la nourrit pas et elle devient pusillanime. Pusillanime, vraiment le terme signifie en latin petite âme, âme recroquevillée, âme qui ne vit pas grand-chose, qui voit pas loin, qui est toute petite, qui n'a pas d'endurance. Et ça, on le voit bien. Donc,
Aujourd'hui, les gens abandonnent tout dès que c'est difficile, ils abandonnent leur femme, leurs gosses, ils partent avec la secrétaire, et puis une fois que c'est devenu difficile, ils la requittent une nouvelle fois, et puis ils vont ailleurs. Ils ne tiennent pas longtemps dans le travail, dans l'adversité. On voit bien même chez nos hommes politiques cette pusillanimité, ce manque de courage, ce manque d'honnêteté, le mensonge quasi permanent, etc. Donc tout ça, c'est le signe d'une âme malade, d'une âme pusillanime. Et à l'inverse de ça, il y a 3 mots que j'aime beaucoup, c'est magnanimité, longanimité et unanimité. Magnanimité, ça veut dire factuellement magna anima, grande âme. C'est cette âme qui veut des grandes choses, qui a de grands désirs et qui a conscience d'une dimension presque universelle dans notre vie. Et le Christ nous dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. L'évangile est un texte profondément magnanime parce qu'il appelle à quelque chose de totalement universel. Si on suit l'évangile à la lettre, c'est totalement fou. On va mener des vies complètement dingues, faites de belles aventures avec le Seigneur, qui ne veut pas forcément dire des grands voyages, mais qui veut dire des grandes aventures spirituelles avec lui, puisqu'il va prendre au mot notre désir de tout donner pour lui. La longanimité, c'est cette patience, c'est cette âme qui devient longue, factuellement, et qui est capable d'endurer les choses dans le temps, qui est capable de résilience, qui est capable de courage, qui est capable de s'engager au sein d'une société, quand bien même les vents sont contraires. C'est le symbole du poisson. Pendant longtemps, les chrétiens ont été symbolisés par des poissons parce qu'il n'y a que des poissons morts qui vont dans le sens du courant. Donc, pour remonter le courant, il faut du courage, il faut de la force, il faut de la détermination chaque jour à mener le bon combat, quand bien même les vents contraires sont importants. Et puis, il y a l'unanimité. Aujourd'hui, on utilise ce terme uniquement pour dire il y a unanimité entre les personnes, etc. Mais il y a aussi une signification dans le terme latin pour la personne elle-même, dans le sens où l'âme est une, qu'elle est sans division, qu'elle est sans partage, qu'elle ne ment pas, qu'il n'y a pas de... Il y a une autre expression que j'aime beaucoup, c'est on dit la moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître. Eh bien, quelqu'un qui est unanime, il n'est pas la moitié d'eux. Il est entièrement ami du Christ, entièrement ami de ceux qu'il côtoie, et il va mener le combat entièrement. Et donc Charlie Kirk incarnait ça, c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que je dis que c'était un héros, parce qu'il avait cette vertu de magnanimité, son mouvement dès le départ, il l'a pensé pour être national, et il le disait sans arrêt dans ses conférences, les gens le prenaient pour un fou au départ. Ils disaient mais arrête, t'es complètement orgueilleux, il disait non, un jour ce sera un mouvement national, et vous allez voir, ça va participer au relèvement des États-Unis. Et puis, évidemment, de l'endurance, parce que ça faisait des années qu'il était menacé de mort. En réalité, c'est ça que les gens oublient. C'est que ça faisait des années qu'il vivait sous protection policière en permanence. Et malgré tout, il a continué le combat parce qu'il se disait « Ma vie a moins de prix que la vérité que je veux apporter sur ces campus. » Ouais, et donc le message en était d'autant plus fort. Il nous reste quelques minutes, j'aimerais bien qu'on dise quelques mots sur la famille, puisqu'au-delà de Charlie Kirk, ce qui était admiré, c'était aussi cette famille qu'il construisait avec sa femme, ses enfants, ce rôle de père de famille dont il parlait souvent, ce rôle d'époux aussi, dans un monde qui a tendance à oublier que la famille, c'est justement le socle de la société, qui nous explique que ça a quelque chose d'assez poussiéreux, vous l'avez dit, il y a cette incitation à se dire au moindre problème, c'est plus simple de partir. Et puis, dans tous les cas, vous pouvez avoir des relations complètement dématérialisées avec tout le monde quand vous voulez. Et puis, c'est au fil des envies, au fil des frustrations. Charlie Kirk, lui, il reproposait un modèle qui était présenté comme poussiéreux et qui l'affichait une fois de plus comme quelque chose en fait d'extrêmement bon, sain et dont il semblait retirer beaucoup de joie. Oui, il suffit en fait de les regarder. C'est ça qui est c'est la preuve par l'exemple. Je pense qu'il suffisait de voir les quelques vidéos que Erika et Charlie Kirk ont fait ensemble pour voir que ce qu'ils disaient était vrai. Je pense que ce qu'il faut retenir de lui sur ce sujet-là, c'est l'invitation aux hommes à s'engager. Je pense qu'on souffre de la même maladie en Europe. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont disponibles pour le mariage et qui cherchent réellement, sincèrement, à rencontrer un époux et qui ne rencontrent pas en face des hommes qui sont prêts à donner leur vie, à s'engager. Puisqu'on a beaucoup détruit l'homme, la masculinité, etc. On en a fait quelque chose de négatif et donc ça a paralysé beaucoup de jeunes hommes.
Et Charlie Kirk disait sans arrêt aux gars, engagez-vous, allez-y, le mariage est la plus belle aventure de la vie, avoir des enfants, c'est la plus belle aventure de la vie. Et surtout, il disait, après 30 ans, vous avez 50% de chances de moins de rencontrer la bonne personne, de rencontrer une personne et de vous marier. Et surtout, après 30 ans, vous avez 50% de chances de moins d'avoir des enfants. Donc, il disait, engagez-vous, n'ayez pas peur de vous engager dans la belle aventure du mariage, quand bien même le monde autour s'effondre et qu'on vous fait croire que c'est pas la bonne voie. Soyez courageux, soyez des signes authentiques de quelque chose de différent, et vous ne regretterez jamais d'avoir fait ce pas vers l'aventure. Corentin Dugast, merci beaucoup. On reste avec vous jusqu'à 8h15 et on fait un rapide passage par la chronique de Richard de Sèze. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Alors, nous ne sommes pas tout à fait seuls. Corentin Dugast est avec nous pour nous parler de son dernier livre disponible en précommande, chers auditeurs. Donc, Charlie Kirk, Mourir pour la vérité. Vous pouvez donc le retrouver aux éditions Via Romana, il me semble. Voilà. Tout à fait. Corentin Dugast, j'aimerais bien reprendre cette discussion en évoquant les mensonges qui ont été proférés à l'encontre de Charlie Kirk au moment de sa mort, puisqu'on l'a vu, alors que on imaginait que tout le monde pouvait s'accorder sur le fait que assassiner quelqu'un en lui tirant une balle en direct dans la jugulaire, c'était pas nécessairement quelque chose de super vertueux. Et ben en réalité, on a vu qu'il y a plein de personnalités politiques, médiatiques, d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont réussi à trouver des raisons qui pouvaient peut-être rendre l'acte plus ou moins pertinent ou juste. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors, il y a tout un florilège. Ce qui est très intéressant, c'est que Charlie Kirk a vécu vraiment toute sa vie en essayant de combattre le mensonge, et que précisément le mensonge ne s'est jamais autant déployé qu'après sa mort, puisque c'était assez drôle d'ailleurs dans les médias français. Il faisait des fact-checking de fact-checking qui étaient tous plus faux les uns que les autres, alors qu'en fait il y avait une chose très simple à faire, c'était de regarder les vidéos jusqu'au bout. Donc ils se sont contentés de regarder des micros extraits de Charlie Kirk en disant vous voyez il a dit ça, et donc ça veut dire qu'il était fasciste, parce qu'en réalité le monde a besoin de faire entrer Charlie Kirk dans la case fasciste, parce que c'est ce qui justifie le fait qu'il ait pris une balle dans la jugulaire. S'il n'est pas fasciste, c'est plus emmerdant, parce que du coup, à justifier, c'est plus compliqué. Alors que là, finalement, ils peuvent se réjouir, il y a eu un nazi qui a été tué, et donc tout va bien. Je donne quelques exemples comme ça, mais par exemple, on a vu beaucoup circuler le fait qu'il aurait dit que les Civil Rights Act, donc qui était le fameux acte qui avait été signé pour permettre à la population noire américaine d'avoir les mêmes droits que l'ensemble des Américains, il aurait dit que c'était une huge mistake, c'est-à-dire une erreur phénoménale, une grande erreur, une grave erreur. Et en fait, quand on regarde la vidéo dans sa totalité, donc il est en train de débattre face à un étudiant qui lui dit alors qu'est-ce que vous pensez des Civil Rights Act, et il dit le document en tant que tel était très bien, puisque évidemment il fallait garantir à la population noire les mêmes droits. En revanche, ce que je regrette, c'est qu'il a été mal rédigé et qu'aujourd'hui il sert à n'importe quoi. Et j'ai appris quelque chose, notamment aux États-Unis, c'est ce document-là qui permet à des sportifs transgenres d'aller dans des équipes de l'autre sexe, au nom de la minorité. Parce qu'en fait, le Civil Rights Act ne précisait pas que c'était pour les Noirs précisément, il précisait juste pour les minorités. Et donc, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il disait le document a été très mal rédigé, il aurait fallu préciser que c'était pour garantir les droits de la population noire américaine, parce qu'aujourd'hui, ça sert à n'importe quoi. Il suffisait de regarder les 3 minutes de vidéo qui suivent la phrase qui a été sortie de son contexte pour comprendre qu'évidemment, il ne critiquait pas ça. Et puis aussi, l'autre, on pourrait en citer 15, mais l'autre qui me paraît importante, c'est celle sur le port d'armes. On a vu beaucoup passer cette vidéo dans laquelle il dit bon, finalement, quelques morts par an par arme à feu, ça vaut le coup, puisque c'est ce qui permet d'avoir le droit de port d'armes. En fait, dans cette vidéo-là, qui est un long débat sur la liberté, Charlie Kirk vient d'avoir une discussion, un débat, il y a eu une question, etc., sur le premier amendement des États-Unis qui garantit toute la liberté des Américains, le droit de parole, etc. Et il dit, il y a le deuxième amendement qui suit juste après, qui est le port d'armes, parce que, dit-il, les pères fondateurs savaient qu'un tel système pouvait
pouvait à un moment donné dégénérer en tyrannie. Et c'est d'ailleurs ce que va dire précisément Alexis de Tocqueville lorsqu'il va aller aux États-Unis. Il va percevoir immédiatement qu'un système politique comme celui-ci a plein d'avantages, mais qu'il peut rapidement dégénérer en tyrannie. Et donc Charlie Kirk dit, dès le départ, le port d'armes a été la garantie, entre guillemets, qui a été donnée aux Américains en échange de cet État. Il disait, vous avez le port d'armes, et on va mettre en place cette démocratie. Si un jour ça dégénère, au moins vous serez armés et vous pourrez vous défendre. Et il dit, et à la suite de ça, il y a eu évidemment régulièrement des accidents qui a remis ce droit en question, mais il dit, c'est un petit peu comme la voiture. Chaque année, il y a des milliers de personnes qui décèdent dans des accidents de voiture, et pour autant, globalement, la population se met d'accord que c'est quand même mieux de se déplacer en voiture qu'à pied, alors que si on se déplaçait tous à pied, ça réglerait le problème des accidents de voiture. Donc il dit, les Américains ont choisi, entre guillemets, ce risque qu'il y ait quelques morts de temps en temps par arme à feu, pour pouvoir garantir ce droit fondamental de pouvoir avoir le port d'armes qui, précisément, protège contre les tyrannies. En revanche, il précise juste après, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'il faudrait faire, c'est mieux protéger les écoles et permettre d'avoir des agents de sécurité armés, etc., qui puissent mieux protéger les écoles lorsqu'il y a des fous alliés qui débarquent pour tirer sur tout le monde. Alors, ces mensonges proférés à l'encontre de Charlie Kirk, et vous avez raison de le souligner, interviennent tous après sa mort, puisque en France, il était quasiment inconnu avant d'être assassiné, et ça, alors que c'était un influenceur extrêmement célèbre aux États-Unis, et d'ailleurs particulièrement influent. Il y a des influenceurs qui n'influencent rien. Lui était là. On a assisté à vraiment un déferlement de haine où on sentait que, vous avez raison de le souligner, il fallait absolument que la personne soit haïssable pour justifier la haine qu'il avait atteinte. Est-ce que véritablement, aux États-Unis, Charlie Kirk avait réussi son pari de transformer la population? Est-ce que son côté chrétien engagé avait peu à peu fait basculer une partie de la jeunesse du côté, sinon de Trump, en tout cas d'un conservatisme si décrié par ailleurs? Alors, je ne pense pas que cela avait atteint le niveau atteint maintenant. Et on prend l'évangile en pleine face, hein. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. Je pense effectivement, Charlie Kirk était extrêmement connu aux États-Unis. Il a eu une influence assez considérable, notamment sur la deuxième campagne de Donald Trump, puisque entre les deux, il a même écrit un livre sur la doctrine MAGA, dans lequel il expose pourquoi il pense que Donald Trump est la personne de la situation, entre guillemets, même pour un chrétien. Donc il a eu une influence assez importante là, sur la dernière présidentielle, qui se déployait progressivement. Il avait une influence aussi très importante sur les campus, c'est pour ça qu'il était sous protection policière, parce que quand il débarquait quelque part, les gens savaient que ça allait créer de vraies transformations sur le campus, avec des bureaux locaux, turning point qui allaient se créer, etc. Ça se déployait très très vite. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que Charlie Kirk, juste avant sa mort, il était à 2,5 millions d'abonnés, quelque chose comme ça sur Instagram. Aujourd'hui, il est à 13,9 millions en 2 mois. Ces réseaux sociaux ont explosé, ces vidéos explosent. Partout dans le monde, on voit qu'il y a un intérêt pour lui. Là, je vois, depuis que j'ai annoncé que ce livre allait sortir, il y a vraiment un intérêt fort. Je reçois beaucoup de demandes, des gens qui veulent connaître, qui veulent savoir, d'ailleurs qui veulent savoir la vérité, puisqu'ils disent, je ne comprends pas, à la télé, on nous dit que c'est un nazi, mais si c'est un nazi, pourquoi vous le défendez? Alors, peut-être parce que c'est justement, précisément, pas un nazi. Et donc, vous nous rassurez, Corentin Dugas, merci. Voilà, je sentais que vous étiez un peu... on se disait, ouh. Vous étiez inquiet. Et en fait, tout ça n'est que la fine conclusion de ce que les gens vivent en Occident depuis maintenant pas mal d'années. C'est-à-dire qu'on leur ment vraiment sans aucune difficulté, puisque maintenant on se préoccupe même plus de vérifier si les informations sont vraies ou fausses. Et ils les repartagent en disant que c'est la vérité, et puis que Charlie Kirk était un nazi, sauf que les populations sentent bien quand même qu'on les arnaque depuis pas mal d'années. Et Charlie Kirk représente un petit peu cette population qui ne veut plus se laisser marcher sur les pieds. Cette population qui n'a pas fait forcément de grandes études, parce que Charlie Kirk n'avait pas fait de grande université, c'était d'ailleurs le cœur un peu de tout son combat, et qui vient du peuple et qui en a marre que la démocratie soit salie par des goujats. Il y avait l'idée, quand on essayait de trouver
des raisons pour lesquelles Charlie Kirk aurait été quelqu'un de mauvais, de se dire, voilà, toute cette gauche qui se réjouit de sa mort, toute cette gauche qui l'a combattu, elle apparaît aujourd'hui haineuse parce qu'elle se réjouit de la mort d'un homme, mais c'est Charlie Kirk qui a provoqué cette haine. C'est pas du tout possible pour eux de s'imaginer que toute cette partie de gauche, souvent très hystérique, très revancharde, eh bien en fait elle est par nature haineuse et elle cultive cette colère, cette volonté de toujours protester, mais avec beaucoup de violence et de critiques. Et là, voilà, on avait l'impression qu'il fallait dire, en fait, si on est comme ça, si on est aussi revanchard, si on est aussi insultant, eh bien, c'est parce que c'est Charlie Kirk qui a créé tout ça. En réalité, il y a peut-être aussi une vérité à faire là-dessus sur qui est le camp de la haine, qui est le camp de la colère, de la vitupérance permanente. Oui, et du mensonge, parce qu'il disait sans arrêt que Charlie Kirk mentait sur les chiffres, etc. J'ai regardé une émission de plus d'1 heure sur Mediapart, sur Charlie Kirk, où en fait c'est 1h10 quasiment de mensonges. Et d'ailleurs, sans aucun complexe, sans aucune honte, il redonne exactement toutes les fake news qui ont été dites sur Charlie Kirk. Ils n'ont même pas fait l'effort d'aller voir les vidéos. Ce qu'ont fait par ailleurs certains opposants de Charlie Kirk aux États-Unis. Je pense notamment à un podcast qui s'appelle All In. C'est un des plus gros podcasts aux États-Unis progressistes. C'est un gars qui s'appelle Jason. Et il a fait une vidéo dans laquelle il a dit, en fait, il faut qu'on arrête de dire n'importe quoi sur Charlie Kirk parce que ça va desservir notre cause. Il suffit que les gens fassent un poil l'effort d'aller voir les vidéos complètes pour voir que vous êtes en train de mentir. Donc arrêtez de faire ça. Et lui a fait l'effort, il le dit dans l'une de ses dernières vidéos, et pourtant c'est un des plus progressistes aux États-Unis, c'est un grand opposant de Charlie Kirk, qui dit « J'ai regardé 40 vidéos de Charlie Kirk jusqu'à présent, aucune d'elles n'est toute rageante. » Et ce sont d'ailleurs, c'est sans surprise pour un ancien catholique. Donc lui, c'est un gars qui a grandi dans une famille catholique. Et il dit, pour quelqu'un qui a grandi dans une famille catholique, en fait, il n'y a rien de choquant, quoi. C'est juste qu'enseigne la Bible. Et donc, il n'y a rien d'étonnant. Mais arrêtons de dire que c'est un nazi et que le mec est rempli de haine. Parce qu'en en fait, il suffit que la population aille voir 5 minutes ces vidéos pour comprendre que ça n'est pas du tout le cas. Alors, comment expliquer qu'en France, on n'ait pas du tout envie de célébrer une victime et qu'au contraire, on ait besoin de la salir à ce point-là? Alors, je pense qu'on n'a pas besoin de la salir. Je pense qu'il y a une grosse partie des Français qui ne connaissaient pas Charlie Kirk. Non, je parle de la caste médiatique qui a décidé de se payer Charlie Kirk. Bien sûr, mais parce que c'est un peu le Adolf Hitler qu'ils auraient aimé tuer. C'est-à-dire qu'ils vivent dans cette espèce de délire qu'ils sont le camp de la résistance éternelle. Et que toute personne qui ne pense pas comme eux, finalement, est un nazi, et donc ils doivent le tuer, soit socialement, soit physiquement. En général, ils utilisent socialement parce que physiquement, ça implique quand même des conséquences en termes de prison. Mais ils vivent dans ce délire-là qu'ils accomplissent la justice divine contre toute forme de fascisme. Moi, je lance un appel à tous ces journalistes. Je leur dis, si nos idées ou si l'évangile vous dérange, démontrez que ce en quoi nous pensons est faux. Moi, je cherche la vérité, et d'ailleurs Charlie Kirk l'a cherché aussi. Ce que j'ai envie, c'est d'être dans la vérité chaque jour. Donc si demain quelqu'un arrive en me montrant que j'ai tort de penser ce que je pense, par exemple sur l'avortement, je suis prêt à changer d'avis, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut que les arguments tiennent la route. Sauf qu'ils n'ont pas envie de faire cet effort-là, ils n'ont pas envie de faire l'effort de la pensée, ils sont dans une espèce de caste toute puissante pour l'instant, qui est inatteignable, mais qui l'est de moins en moins, parce que justement, on a la chance d'avoir quand même un retour du bon sens dans les milieux populaires, qui fait que de plus en plus, ils se rendent bien compte que depuis des années, ces gens-là leur ont menti. Et c'est pas une bonne stratégie pour eux, sur le long terme, parce qu'une fois que la totalité de la population aura compris que les mecs se foutent de leur gueule depuis des années, ça sera balayé par l'histoire, quoi. Et il nous reste très peu de temps, mais vous avez dit quelque chose de crucial. C'est l'argumentation qui permettait à Charlie Kirk en fait, de gagner les cœurs et les esprits. C'est-à-dire, il discutait, il ne posait pas par principe un cordon sanitaire, il n'expliquait pas qu'il avait un front républicain. Enfin, autrement dit, on avait le droit de parler avec tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde venait parler avec lui, quitte d'ailleurs à ce que les échanges soient vigoureux. Mais
il avait à chaque fois pris le pari de l'intelligence et donc de la discussion. Et ça, on a l'impression que la gauche a horriblement peur, en fait, que le raisonnement puisse s'appliquer à leurs propres idées. Oui, parce que pour ça, il faut avoir de l'intelligence. Et c'est ce qui malheureusement manque cruellement dans nos milieux politiques et médiatiques aujourd'hui, qui sont nourris de ChatGPT. En fait, en réalité, aujourd'hui, c'est pas très fatigant. Il suffit d'aller taper sur ChatGPT est-ce que Charlie Kirk était un nazi et vous allez avoir plein de choses. Donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est ce travail de la raison. Et Charlie Kirk disait, un jour, il avait répondu justement à quelqu'un qui lui disait comment tu fais pour avoir cette pensée si fine, si appuyée. Il disait, je lis 50 livres par an, un par semaine. Et donc, c'est sa formation intellectuelle qui faisait qu'il avait des bons arguments et qu'il était capable de discuter avec n'importe qui, parce que quand on est bien formé, quand on est bien assis dans sa pensée, on n'a pas besoin d'hurler sur la personne qui est en face. Il suffit simplement d'exposer, de démonter l'argument, de débattre, de remettre en question, et les choses se font naturellement. Et en face, soit on a un fou furieux qui est absolument orgueilleux et qui refuse de reconnaître que la vérité est éclatante devant lui, soit, et ça arrivait très souvent, moi j'ai regardé beaucoup de vidéos de Charlie Kirk, dans lesquelles, à la fin, encore une fois, hier d'ailleurs, j'ai vu une vidéo sur une nana qui venait à la base débattre sur l'avortement, et qui à la fin est repartie en disant, effectivement, tu me fais réfléchir, j'avais pas pensé le truc de cette manière-là. Et d'ailleurs, il lui dit pas, bah tu vois, grosse cruche, t'as rien compris. Il lui dit, bah ok, bah maintenant, continue de travailler cette pensée-là, lis, renseigne-toi, et voilà, il était très encourageant pour ça. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus, il n'y a plus du tout cet effort de la pensée qui est fait, ni dans les milieux politiques, ni dans les milieux médiatiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Corentin Dugast. Merci aussi pour ce livre, chers auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez le précommander donc sur le site des éditions Via Romana, Mourir pour la vérité dans les pas de Charlie Kirk. Ils seront envoyés à partir du 5 novembre. Sinon, vous pouvez les retrouver en librairie le 13 novembre. Un véritable manifeste spirituel et politique en hommage au combat pour lequel Charlie Kirk est mort. Merci Corentin Dugast pour cela. Et puis, chers auditeurs, bonne lecture.